Revue L'Autre Amérique, l'actualité littéraire latino-américaine. Alors, de très nombreux écrivains polyglottes ont délaissé leur langue maternelle pour écrire dans une autre langue, enfin, qui n'est pas la leur à l'origine. On a Nabokov, Gary, Beckett, Kundera, Copy. Et pourquoi avoir écrit sur Conrad et pas un autre, du coup? Mais en fait, je n'étais pas à la recherche d'un écrivain qui avait changé de langue. J'avais pas cette idée programmatique, si on peut dire comme ça. Je n'avais pas l'envie d'écrire un roman qui parle d'un écrivain qui a changé de langue. Euh, En fait, le roman est né presque comme le propre roman le raconte. Il manque des choses, mais et je peux le compléter maintenant et je peux vous expliquer, mais c'est très semblable. J'étais en train de lire une biographie sur Conrad, écrite par Jessie Conrad, la femme, qui est un personnage du roman, et j'étais frappé et très intéressé par deux ou trois choses de cette biographie. Et c'est ça qui m'a intéressé de Conrad. Euh, Ce n'est pas, bien sûr, il y a le changement de langue, mais les échos que j'ai vus entre Conrad et mon père sont plus vastes. Il y a le changement de langue, mais il y a aussi le changement d'identité, euh, le changement même de métier, la réinvention. Dans le cas de Conrad, c'est vraiment une réinvention totale de sa vie. Et même le modèle de famille que je lisais et que je voyais dans le livre de Jesse. Euh, Conrad marié avec une femme vraiment plus jeune, autochtone, avec un seul fils à l'époque. Après, ils ont eu le deuxième, mais un seul. Moi, j'ai été fils unique. C'était un miroir. Et j'ai trouvé ça sans le chercher, en fait. Euh, et, et le changement de langue fait partie du roman, mais ce n'était pas la première chose ou la chose que je cherchais euh, d'abord. Alors, en parlant de miroir, le roman tisse plusieurs voies, tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs strates de texte. Et quand on consulte la table des matières, pour se faire une idée de l'architecture du roman, on constate que les différentes strates sont construites en miroir. Comment t'es venue cette forme? Est-ce que c'est lié à l'idée de Conrad et de la figure du père qui se répondent? Est-ce que c'était une idée programmatique, comme tu disais, ou est-ce que c'est venu au fil de l'écriture? Oui, c'est vrai que finalement, la forme du roman est symétrique, est un miroir. Euh, Moi, personnellement, il m'arrive que normalement, je pars avec des idées. Euh, bon, au début, parfois, je prends des notes, mais vraiment, quand je sens que j'ai commencé à écrire le livre, j'ai déjà un plan et des idées. Mais 9 fois sur 10, je dirais, au milieu de l'écriture, il y a comme le moment de... Quelque chose se révèle, non? Se met en lumière. Et là, et je vois plus clair. Donc, et d'habitude, c'est au milieu de l'écriture. Et ça me permet non seulement de finir, mais de faire marche arrière et de tout refaire. Ce sont des détails parfois, avec cette idée plus claire. Quand j'ai commencé, l'idée, c'était plus simple. C'était une forme un peu en aller-retour. C'est-à-dire l'écrivain qui est en train d'écrire le roman, ce qu'on pourrait dire le making-of ou les coulisses de l'écriture de ce roman, qui n'est qui n'a pas une écriture euh, dans une table sans bouger parce qu'il y a le voyage à Angleterre pour faire les recherches, etc.
Et c'était un chapitre qui raconte l'écrivain en train d'écrire, un chapitre du roman. Un chapitre de l'écrivain en train d'écrire, un chapitre du roman, etc. Ça, c'était l'idée de base. Et très rapidement, j'ai vu que les deux choses étaient perméables, un peu comme les langues qu'on parlait avant. Les deux histoires étaient perméables, ce qui était plus intéressant. Ça me permettait de faire des jeux. Et j'ai eu aussi le désir d'insérer en 3 moments le roman écrit par mon père, mais même aussi d'une façon très perméable, parce que j'ai changé, non avec l'idée de corriger le roman de mon père, mais avec l'idée d'écrire avec lui, de me glisser à l'intérieur et de glisser aussi des phrases à moi. Et quand j'ai eu tout ça, là, j'ai vu qu'il y avait la possibilité aussi d'écrire. Il y a 2 scènes. Il y a une scène qui fait un peu figure de préface et une grande scène qui fait figure des postfaces, qui ont aussi des symétries parce que ce sont 2 enterrements. L'enterrement de ma mère, l'enterrement de mon père. Et quand j'ai vu qu'il y avait pas mal tout le temps dans le roman des jeux du miroir, des jeux du miroir autour de l'idée de l'identité et de l'identification, même avec ce personnage Mine qui se reconnaît dans le livre de Conrad. Il y a un jeu de miroir. Et là, je me suis dit, peut-être que je peux bâtir le roman en forme de miroir. Et ça, c'était au milieu de l'écriture. D'habitude, je n'aime pas les choses tellement symétriques. Mais ici, je pensais que dans un roman qui semble partir dans tous les sens et qui, je pense qu'une structure assez claire pour le lecteur pouvait aider aussi et pouvait me donner paradoxalement des libertés. Jouer et avoir des libertés à partir de cette forme stricte. Non? Un petit peu la définition de ce que font les Oulipiens avec la contrainte qui permet de libérer l'écriture. Est-ce que ça, c'était conscient, enfin, à partir du moment à la moitié de l'écriture du roman, est-ce que tu t'es dit que tu faisais un roman oulipien ou est-ce que c'était même pas une question que tu te posais puisque c'est comme ça que ça s'est fait? J'ai jamais pensé à Un père étranger comme un roman oulipien. Bien sûr que le fait de penser à une forme et à une forme comme les miroirs qui est en rapport avec la thématique, c'est une des règles oulipiennes. Jacques Roubaud a toujours dit que dans un livre oulipien, la forme répond au thème, au sujet. De ce point de vue-là, oui. Je pense que c'est un roman avec des ingrédients et des éléments oulipiens. Mais ce n'est pas un roman oulipien comme un roman de Pérec où tout est construit avec un cahier de charges et avec une contrainte très forte ou avec un mélange de contraintes strictes, assez strictes. Moi, de temps en temps, il y a des éléments oulipiens comme, je sais pas, des démarreurs qui peuvent revenir, cette forme de miroir et aussi peut-être l'arborescence. Il y a un moment où aussi, là, au début, mon idée, c'était d'écrire le roman et le making-of. Et je me suis dit que de la même façon que je n'ai pas beaucoup de réponses à pas mal de choses de la vie de mon père, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et je ne connaîtrai pas, je pense, jamais. C'était intéressant que à notre jeu de miroir, que l'écrivain a du mal à trouver la fin de cette histoire de Conrad et il commence à jouer avec les hypothèses aussi. C'est un roman de questions et d'hypothèses finalement aussi. Et alors, il y a 4 dénouements possibles, ce qui est un peu oulipien, cette idée d'arborescence où le roman commence à se bifurquer d'une façon moins stricte, mais quand même, il y a un peu ça aussi. Alors, pour revenir sur les voix qu'on entend dans le roman, on entend celle du père en particulier, et notamment à travers le roman qu'il a commencé à écrire qui s'appelle La Déroute, avec 2 R, en espagnol derrumbe, mais avec un seul R. Alors, 2 questions par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous commenter le double sens de ce titre, en français comme en espagnol? Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'éprouver ce sentiment de déroute
en écrivant un père étranger? Alors, mon père, je raconte dans le roman, le narrateur qui est mon double raconte dans le roman que il savait que son père avait commencé à écrire un roman, qu'il avait lu un tout petit peu, mais après, quelque chose s'est passé et le père a continué l'écriture de ce roman sans donner à lire le reste à son fils. Et au moment de la mort du père, le narrateur et moi aussi, je découvre 6 cahiers avec ce roman qui est aussi sans finir, qui est aussi sans fin. Dans ces cahiers, j'ai trouvé pas mal de fautes d'orthographe. Pour moi, la plus intéressante, ou celle qui m'a interpellé le plus, c'était qu'il avait choisi comme titre pour ce roman le Derrumbe. En fait, il voulait écrire Derrumbe, ce qui veut dire l'écroulement, non, l'écroulement. Mais il a écrit Derrumbe, que c'est un mot qui n'existe pas. Mais je fais dire au narrateur que peut-être il s'agit d'un néologisme involontaire ou un acte un peu manqué ou inconscient, et que derrière ce mot, le narrateur dit, il y a des comme préfixe, non? Rumbo, c'est le chemin, mais la direction qu'on prend quand on marche ou quand on fait un voyage. Et le derrumbe, ça serait comme quelque chose qui a dévié ou changé le chemin naturel. Bon, ça, c'est l'exil ou l'émigration, finalement. Bien sûr, parfois, quand on veut trouver une chose, on la trouve. Hein, mais le narrateur trouve ça. Et, euh, et pour Jean-Marie Sanlu, c'était un défi de trouver un équivalent en français. Il a passé des mois. Le roman était presque fini et il était encore... et un jour, il m'appelle, mais c'était, je pense, c'était minuit. Mais il était tellement excité, je comprends. Moi, j'aurais été fier et excité comme lui. J'ai trouvé. Et voilà, c'était la déroute, comme on pourrait dire en espagnol. Et c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Il y a un peu quelque chose de, de voyage, de chemin, de route, et quelque chose d'avoir perdu le cap, non? Un peu. C'est un peu ça. Je pense que c'est une grande trouvaille de la part de Jean-Marie, vraiment. Je pense que dans l'écriture de tous les livres, il y a des moments de déroute. Euh, et, il, et il faut les accepter, et même, je dirais qu'il faut les prendre comme un vent et voir ce que ça peut donner. Euh, Surtout si on a une idée plus ou moins claire, c'est laisser aller un petit moment, c'est laisser aller par moment, voir ce que ça peut donner. Euh, Après, il y a des choses que ça m'arrive d'écrire des choses au milieu de l'écriture d'un roman et je sais que ça correspond pas au roman. Mais quand même, aussi, c'est important de ce moment d'écriture. C'est peut-être même comme, je sais pas, comme une digestion des choses, non? Comme si on devait évacuer ça et écrire ça, même si peut-être de tout ça, il y aura que quelques phrases qui vont rester pour ce roman-là. Mais d'habitude, si je suis en train d'écrire un livre et je sens qu'il y a quelque chose qui frappe à la porte, une idée, une image, des phrases, la pire des choses qu'on peut faire, c'est de le repousser. Je pense qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Peut-être qu'il y a même une autre histoire ou un autre livre, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il ne faut pas aller contre cette envie d'écrire ça. Et, et ça peut être déroutant, mais au début, au début quand j'écrivais mes premiers textes, mes premiers livres, tout ça était déroutant.
Mais maintenant, je commence à, même si chaque livre est différent, je commence à reconnaître des cas ou des moments comme ça et à m'inquiéter moins qu'avant. Ce sont comme des moments de parenthèse ou des moments euh, obliques qui peuvent donner des choses très intéressantes aussi. Dernière question pour finir, est-ce que tu peux nous dire un mot de la façon dont tu as écrit le roman en miroir de celui-ci, qui a pour titre Un fils étranger? Est-ce que tu avais conçu ce deuxième roman avant de commencer Un père étranger, ou est-ce que l'idée t'est venue au fil de l'écriture pour continuer cette histoire de miroir et de dédoublement? Alors, on parlait des surprises ou des choses qu'on ne s'attend pas. Ça, c'est le grand exemple. J'avais jamais imaginé que j'allais écrire un autre livre autour de ces sujets. D'habitude, j'aime bien l'idée de passer d'un livre à un autre très différent. Euh, J'avais pas prévu tout ça, mais quelques années après avoir publié la version en espagnol d'Un père étranger, j'ai reçu une lettre d'un ami qui habite à Buenos Aires. Et c'était plus qu'une lettre, hein, c'était une grosse enveloppe, un dossier. Et je ne peux pas dire comment, mais je peux dire ce qu'il m'a envoyé. Je ne peux pas dire comment il a réussi à avoir ça, mais ce qu'il m'a envoyé, c'est le dossier que mon père avait présenté dans les années 40 pour se naturaliser argentin. Là, il y avait pas mal d'informations que, comme je viens de dire avant, j'étais presque sûr d'avoir perdu pour toujours. Et, et j'ai eu ce dossier et là, il y avait des choses incroyables. Par exemple, l'adresse exacte où mon père est né en Roumanie, l'adresse exacte de la maison, l'acte de naissance. Et c'est une invitation à voyager. C'était vraiment une invitation à voyager. Ça, c'était déjà le premier imprévu. Et la deuxième, j'ai pris l'avion. J'avais même pas l'idée d'écrire un livre. J'ai pris l'avion, c'était un voyage pour moi. Bien sûr, j'ai pris des photos, j'ai pris des notes parce que je prends des notes. Ça, c'est un défaut de fabrique. Et je sonne à la porte. C'est plus compliqué, mais disons, je frappe, sonne, je me présente devant la porte de la maison natale de mon père, en tout cas de la maison qui est sur le document, et un roman commence. Même, et un roman commence. Je le sentis immédiatement. Est-ce que c'est un roman? Je ne sais pas, c'est un livre un peu différent. C'est un récit de mon voyage. C'est moi l'étranger, le fils et l'étranger là-bas, au pays de son père. Et, et il y a des histoires que je raconte. C'est un livre plus court. C'est un récit et, et il y a aussi beaucoup de choses liées à. Il y a beaucoup de flashbacks, de choses que, étant là-bas, dans cette ville, il il y a des choses de mon passé qui font sens d'une manière différente. Ah, mais ça, peut-être que, alors peut-être que je comprends, ou que telle histoire a un sens maintenant que je comprends ou que je vois ça. Euh, et c'est un livre qui est un peu aussi comme un, pas seul, mais comme un père étranger, et qui a aussi des éléments un peu littéraires. Il n'y a pas la figure d'un écrivain comme Conrad, mais quand même, il y a un écrivain romain qui apparaît un peu d'une autre manière, un peu comme, comme, un père, comme l'écrivain célèbre du livre, pour garder un peu le clin d'œil avec l'autre. Mais c'est très différent en même temps. Et c'était totalement inespéré, totalement. Ce qui est super aussi. C'est la bonne.
J'étais convaincu d'avoir bouclé une chose avec un père étranger. Et paradoxalement, c'est grâce à un père étranger que j'ai eu ces informations-là et que cet autre livre est né. Merci beaucoup, Eduardo, d'avoir répondu à nos questions aussi en détail. Merci pour ce complément, cet éclairage sur la lecture du roman, des romans, puisque tu parles aussi d'un fils étranger. À quelle date est-ce qu'on pourra lire Un fils étranger? Normalement, il va paraître, c'est curieux parce que c'est un livre que j'écris en espagnol, mais qui est déjà traduit en français. Et il va paraître normalement en octobre-novembre en France et en février-mars en espagnol. C'est-à-dire la version originale va paraître après en langue espagnole. Voilà. Et merci à vous aussi pour les questions et pour ce moment qu'on a partagé. Avec plaisir. Merci Avec plaisir. beaucoup.